Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux transactions. Alors, de quoi s'agit-il? Les transactions est l'un des principaux outils qu'offrent SQL et les systèmes de gestion de bases de données. Pourquoi? Pour maintenir l'intégrité d'une base de données. Les incidents liés aux données dans un système de gestion de base de données proviennent essentiellement de l'accès concurrent à ces dernières par plusieurs utilisateurs. Ces problèmes sont habituellement résolus par les mécanismes associés aux transactions. Le SGBD est capable de remettre la base de données dans l'état cohérent où elle se trouvant avant le début de la transaction qui a échoué par cause de panne. Passons maintenant à un autre point qui est l'accès concurrent aux données. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, les systèmes de gestion de base de données doivent permettre à plusieurs utilisateurs ou applications d'accéder aux données en même temps. Cependant, des problèmes peuvent apparaître lorsque plusieurs personnes essayent d'accéder simultanément à la même table d'une base de données. Les systèmes de gestion de base de données doivent être capables de gérer efficacement une telle situation. Donc, l'accès multiple en lecture ne pose pas habituellement de problème, mais que se passe-t-il lorsque un ou plusieurs utilisateurs décident de modifier les mêmes données au même moment? Alors, par exemple, ici, on est par exemple dans une agence de vente de voitures. Donc, en raison de l'augmentation des frais de structure, le service comptable a décidé d'une augmentation générale de prix de vente de 5%. Afin que cette dernière passe inaperçue et dans le cadre d'une campagne de communication, donc le service marketing offre 1000 dirhams de ristourne sur tout le catalogue pendant un mois. Donc l'utilisateur Ahmed appartient au service comptable, l'utilisateur Sami appartient au service marketing. Donc les vérifications sont effectuées par l'utilisateur Hind de la direction. Donc ici, nous avons l'utilisateur Ahmed qui va consulter le prix de vente de la voiture X. Donc, il constate 125 000 dirhams. Ensuite, Sami, en même temps, il effectue la modification de la promotion. Donc, il va retrancher 1000 dirhams. Donc, il va faire le prix de vente est égal au prix de vente moins 1000, ce qui donne 124 000 dirhams. Alors, Ahmed, maintenant, il va effectuer la modification de l'augmentation. Donc, il va prendre le prix de vente, il va le multiplier par 1,05, ce qui donne 131 250. Alors, Hind, la personne qui va faire la vérification, donc, il constate donc que le prix normalement attendu, c'est 130 250. Alors que le prix qui est dans la table, c'est 131 250. Donc, on obtient alors une incohérence due à la séquence de modification des données. Passons à un autre concept important, c'est les verrous. Alors, de quoi s'agit-il ici? Donc, les verrous sont des mécanismes permettant de bloquer une ressource, c'est-à-dire une table, pour effectuer les opérations et de la libérer dès que les opérations sont effectuées. Alors, par exemple, l'utilisateur Ahmed, donc, il pose un verrou sur la table voiture. Ensuite, donc, pour avoir l'exclusivité, alors l'utilisateur Ahmed consulte le prix de vente de la voiture. Ensuite, il effectue la modification d'augmentation. Donc, il va faire le prix de vente est égal à le prix de vente fois 1,5. Donc, il a terminé, il va libérer le verrou sur la table voiture. Alors ensuite, l'utilisateur Sami, il va donc poser un verrou sur la table voiture et ensuite il va effectuer la modification de la promotion, moins 1000 dirhams. Donc il termine, il va enlever le verrou sur la table voiture. Donc l'utilisateur Hind va vérifier, il va trouver qu'il s'agit d'une cohérence de données. Cette méthode, qui est l'utilisation de verrous, semble résoudre le problème d'accès concurrent. Cependant, elle présente quelques pièges et doit être utilisée avec prudence.
En effet, on peut rapidement parvenir à une situation de blocage ou parfois d'interblocage. Alors, prenons un exemple. Donc, il s'agit de l'utilisateur Ali veut insérer une vente de voiture dans la table vente et constate à cette occasion une erreur sur la table couleur dans la table voiture qu'il veut modifier. Donc, il veut utiliser deux tables, vente et voiture. L'utilisateur Taha veut insérer à la fois une nouvelle voiture dans la table voiture et il veut aussi ajouter la mention de sa vente dans la table vente. Donc, voici la séquence d'instructions qui vont être appliquées. Donc, l'utilisateur Ali pose un verrou sur la table vente pour avoir l'exclusivité. L'utilisateur Taha pose un verrou sur la table voiture pour avoir l'exclusivité aussi. L'utilisateur Ali a terminé la mise à jour de vente et veut réaliser celle de voiture. Mais la table voiture est verrouillée par Taha. L'utilisateur Taha donc a terminé la mise à jour de voiture et veut procéder à celle de vente, mais la table vente est verrouillée par Ali et on est dans une situation de blocage. Donc voilà, on parvient à une situation où les deux utilisateurs attendent que l'autre libère la ressource pour continuer. Passons maintenant à la transaction. Alors, au sens système de gestion de base de données du terme, une transaction est un bloc d'instructions du LMD, c'est-à-dire langage de manipulation de données, c'est les requêtes de mise à jour. Donc, faisant passer la base de données d'un état initial qui est cohérent à un état intermédiaire au final cohérent. Donc, si un problème logiciel ou matériel survient au cours d'une transaction, donc aucune des instructions de la transaction ne doit être effectuée. En invalidant toutes les opérations depuis le début de la transaction, donc la base de données, voilà, retourne à son état initial cohérent. C'est le principe du tout ou rien. Alors, prenons un exemple typique d'une transaction qui consiste il s'agit d'un transfert d'une somme d'un compte d'épargne vers un compte courant. Donc, imaginez qu'après une panne, votre compte épargne a été débité, donc, par exemple, de 2000 dirhams, sans que votre compte courant soit crédité du même montant. Vous ne serez bien sûr pas très content des services de votre banque, à moins que l'erreur soit survenue dans l'autre sens. Sur un système multi-utilisateur, une base de données risque d'être corrompue ou de produire des résultats erronés sans que survienne une quelconque panne logicielle ou matérielle. Donc, les interactions entre les différents utilisateurs qui accèdent à la même table au même instant sont en effet susceptibles de poser de sérieux problèmes en limitant les modifications de sorte qu'elles puissent se produire que dans le cadre de transactions. Ainsi, SQL résout cette difficulté. En effectuant toutes les opérations qui peuvent affecter la base de données dans le cadre de transactions, pouvez isoler voilà, les actions d'un utilisateur de celles d'un autre utilisateur. Cela est vital pour garantir que les résultats seront corrects. Il y a un principe utilisé dans les transactions qu'on appelle le principe ACID. Donc, c'est l'acronyme de atomicité, cohérence, isolation et durabilité. Donc, une transaction est un ensemble d'opérations qu'on vient de dire, soumises aux contraintes d'intégrité qui met à jour une base de données en garantissant la cohérence de ses états successifs. En termes précis, une transaction est une suite d'opérations caractérisées par les propriétés voilà, d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité.
Alors, le premier principe, c'est l'atomicité. Donc, ici, une transaction doit être complètement exécutée, sinon, il ne doit laisser aucune trace de son exécution dans la base de données. Les états intermédiaires générés par les opérations d'une transaction déterminée ne sont pas visibles aux autres transactions concurrentes. Dans ce sens, une transaction consiste en une unité d'exécution dont les opérations doivent être annulées lorsque la transaction est interrompue. Là, on dit l'atomicité obéit au principe du tout ou rien. L'autre principe qui est la cohérence, donc il est possible qu'une transaction en cours d'exécution transgresse temporairement certaines contraintes de cohérence. Mais quand la transaction est terminée, voilà, le résultat final doit respecter de nouveau toutes les contraintes. Par conséquent, une transaction fait passer une base de données d'un état cohérent à un autre état cohérent et garantit l'absence de données contradictoires. Donc, la transaction représente donc une unité d'exécution qui doit maintenir la cohérence dans une base de données. Et là, on dit que la cohérence signifie tout simplement l'absence de données contradictoires. Le troisième donc, principe, c'est l'isolation. Donc, le principe de l'isolation exige que les résultats générés par les transactions simultanées soient identiques à ceux qu'on aurait, par exemple, pu obtenir dans un environnement à un seul utilisateur. Isolées les unes des autres, je parle ici des transactions. Donc, les transactions qui s'exécutent en parallèle sont protégées contre les interférences accidentelles. C'est pourquoi la transaction est considérée comme une unité, voilà, dont les opérations peuvent être sérialisées. L'isolation protège la base de données contre les effets de bord. L'autre principe, le dernier, c'est la durabilité. Donc, une base de données doit être maintenue dans un état cohérent jusqu'à la validation des modifications effectuées par une transaction. Alors, lors d'incidents, erreurs de programmation, interruption de système ou panne d'unité de stockage externe, donc la durabilité doit garantir que seule une transaction correctement achevée permet de valider les changements dans une base de données. Dans le cadre de procédures de redémarrage et de restauration des bases de données, chaque transaction représente une unité de reprise. Donc, on peut dire que la durabilité présuppose la possibilité de reconstruire une base de données. Voilà les 4 concepts qui sont l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité définissent le principe acide d'une transaction. Ce principe fondamental des systèmes de base de données garantit que chaque utilisateur transforme une base de données d'un état cohérent à un autre état cohérent. Les états intermédiaires incohérents restent invisibles depuis l'extérieur et sont annulés en cas d'incident. Alors, quel est le mécanisme d'une transaction? Donc, le mécanisme transactionnel empêche tout scénario problématique par la technique de journalisation et celle de verrou. Alors, le principe de verrou, nous l'avons vu précédemment. Et qu'est-ce qui se passe dans la journalisation? Donc, la journalisation permet de conserver un journal de l'ensemble des opérations de lecture et d'écriture afin de pouvoir reconstituer un système cohérent. Donc, dans une transaction SQL, SQL enregistre chaque opération sur les données dans un fichier journal, ce qu'on appelle aussi log. Donc, si un événement quelconque interrompt la transaction avant que l'instruction commit, donc commit, c'est une instruction SQL pour valider la transaction. Donc, j'ai dit que si un événement quelconque interrompt la transaction avant que l'instruction donc commit n'y mettre un terme, vous pouvez restaurer le système dans un état initial en utilisant voilà l'instruction rollback. Aussi, c'est une instruction SQL pour annuler la transaction.
Donc, rollback, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute le fichier log, le fichier journal, dans le sens inverse, donc annulant ainsi toutes les actions qui y figurent. Et une fois restauré, l'état initial de la base de données pouvait donc rechercher la cause du problème et de procéder à une nouvelle transaction. Alors, quelle est la syntaxe SQL des transactions? Donc, l'instruction pour débuter une transaction, donc on utilise start transaction. Donc, start transaction. Donc, la transaction prendra fin par l'une des instructions suivantes. Donc, soit commit. Donc, c'est une instruction. Donc, les instructions effectuées depuis start sont validées dans le cas de commit. Dans le cas de rollback, les instructions effectuées depuis start transaction donc sont annulées. Alors, voici un exemple d'instruction dans la table client de la base de données, par exemple une base de données donc que l'on valide. Alors, voilà, donc on a un commentaire, donc démarrage de la transaction. Donc voilà, le début de la transaction, c'est start transaction. Donc il y a un commentaire. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on veut faire par la suite? On veut supprimer les enregistrements dans la ville et Rabat. Donc delete from client where ville égale à Rabat. Et à la fin, donc on va faire commit, c'est pour valider les instructions. Un autre exemple d'annulation, donc ici start transaction, comme vous voyez. Ensuite, on va insérer un enregistrement donc dans la table client, comme vous le voyez, donc insert client value, etc. Et ensuite, on veut mettre à jour le prix dans la table vente de 1,05. Et à la fin, on veut annuler, donc on fait rollback. Passons maintenant aux différents niveaux de transaction. Alors, ça veut dire quoi ça ici? Donc, la norme SQL fixe plusieurs degrés de qualité pour les transactions, degrés de qualité pour les transactions. Donc, on parle de niveau d'isolation. Donc, l'isolation, je fais un rappel, c'est que le cas de l'exécution de plusieurs transactions qui s'exécutent simultanément, donc il faut chaque transaction doit être indépendante de l'autre. Donc, il va être d'une façon transparente à l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'une transaction peut être rendue plus ou moins perméable aux autres transactions. Donc, il y a des niveaux. On trouve le niveau 1, c'est read uncommitted. Donc là, il s'agit de lecture des données non valides, donc en cours d'une transaction. Et ça, c'est le niveau le plus bas, le plus faible. Et il y a le niveau 2, donc read committed, c'est donc c'est le niveau 2 aussi, ça c'est modification des données possibles en cours de transaction. Le 3 c'est donc repeatable read, c'est insertion de nouveaux enregistrements possibles en cours de transaction. Le niveau le plus élevé c'est sérialisable, c'est que toutes les transactions sont traitées en série, donc c'est le niveau le plus sûr. Par exemple ici nous avons donc, avant de passer à un exemple, je veux dire une chose. Pourquoi prévoir plusieurs niveaux d'isolation puisque le but est d'obtenir une sécurité maximale, par exemple. Il faut prendre en considération la sécurité a un coût en matière de performance et dans certains contextes, donc il n'est pas nécessaire de demander au SGBD de traiter une requête avec le niveau maximal d'exclusivité. Donc, il est clair pour une simple opération de lecture, le niveau 1, donc qui garantit l'impossibilité de lire des données non valides, peut être suffisant. On peut choisir le niveau d'isolation au moment où l'on démarre la transaction. Et voici, vous avez un exemple ici. Donc, je mets Start transaction et on met le niveau ici par isolation level. Donc, on spécifie le niveau et là, on spécifie le niveau d'isolation. Par exemple, ici, le niveau le plus élevé, c'est réalisable. Donc voilà, on arrive à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.